Le deuxième dossier, c'était 2 dossiers de consultation. Bon, dans l'hématologie, il y a l'hématologie maligne qu'on voit en hospitalisation, qui est vraiment la spécialité quand même des hématologues. Et puis l'hématologie bénigne, maladies auto-immunes, etc., qui sont actuellement prises en charge soit par les hématologues, soit également par les médecins internistes. Donc la première patiente, en fait, est une dame de 65 ans. On vous demande un avis parce qu'elle a consulté aux urgences pour une dyspnée qui s'est installée rapidement, en 48 heures, une dyspnée avec asthénie. Elle n'a pas d'antécédents. Elle a 8,6 g d'hémoglobine, un VGM à 90 femtolitres, 220 000 réticulocytes, 9 000 globules blancs, une formule normale, 360 000 plaquettes, donc là on n'est pas du tout dans le même cas que la question précédente, et des constantes normales, sans fièvre. Première question, quelles sont vos hypothèses diagnostiques pour cette patiente? Une anémie aiguë, il n'y a pas 36 000 hypothèses. Donc soit c'est une anémie très ancienne et qui s'est installée progressivement, on arrive à un seuil auquel la patiente devient symptomatique, mais là c'est sans doute pas le cas parce qu'elle décrit quand même un début assez brutal des symptômes il y a 48 heures. Donc une anémie aiguë, c'est soit un saignement, et dans ce cas-là il y a un saignement extériorisé, il faut rechercher ce saignement, s'il n'apparaît pas cliniquement, c'est en général un saignement digestif. Soit c'est une anémie hémolytique, et dans ce cas-là, elle peut être soit corpusculaire, soit extracorpusculaire. Les anémies hémolytiques corpusculaires, c'est les déficits en enzymes comme la G6PD ou la pyruvate kinase. C'est les déficits membranaires comme la sphérocytose Et les déficits les anémies hémolytiques extracorpusculaires, c'est en premier lieu les anémies hémolytiques auto-immunes et comme on a vu dans le dossier précédent, les anémies hémolytiques mécaniques. On me demandait est-ce qu'on peut parler d'hémolyse aiguë même quand il y a une hémorragie aiguë. Un patient qui se présente avec 8 grammes d'hémoglobine et des rectoragies abondantes, même si vous avez des petits signes comme des LDH un peu élevés ou une bilirubine un peu élevée, c'est sûr que la première chose à prendre en charge, c'est avant tout l'hémorragie aiguë. Mais normalement, dans une hémorragie aiguë, il n'y a pas de baisse de l'aptoglobine, il n'y a pas d'ictère, il n'y a pas d'augmentation des LDH, sauf s'il y a une autre cause à l'augmentation des LDH et qui explique également l'hémorragie aiguë. Question numéro 2, quels examens demandez-vous? Bon, donc là, il va falloir essayer de savoir s'il y a vraiment une hémolyse. Donc le bilan d'hémolyse, c'est facile. Dosage des LDH, dosage de la bilirubine, dosage de l'aptoglobine qui est effondré, dosage des réticulocytes, mais là vous les aviez déjà, pour s'assurer qu'il y a une régénération médulaire, test de Coombs direct à la recherche d'un anticorps fixé sur les hématies et recherche de schizocytes pour éliminer une anémie hémolytique mécanique. Je vous rappelle que schizocytes et test de Coombs direct sont des examens que vous pouvez demander même la nuit. Vous pouvez réveiller le biologiste pour qu'il recherche des schizocytes et qu'il fasse un test de Coombs direct parce que c'est des examens qui vont bien sûr conditionner la prise en charge de cette patiente. On va demander également un frottis sanguin bien sûr pour cette patiente. Sur le frottis sanguin, il y aura beaucoup d'informations. Déjà, il y aura les schizocytes. Puis, ils pourront nous préciser un petit peu la forme des globules rouges, savoir s'il y a des sphérocytes et donc avoir des arguments en faveur d'une anémie hémolytique corpusculaire. Puis, à visée pré-thérapeutique, c'est une dame qui a une anémie qui n'est pas très bien tolérée parce qu'elle a une dyspnée, qui n'est pas non plus très mal tolérée, mais c'est quand même bien de connaître son groupe sanguin et de rechercher des agglutinines irrégulières en vue d'une transfusion de globules rouges. On m'a proposé de faire un électrocardiogramme pour apprécier la tolérance cardiaque de l'anémie. C'est une bonne idée. Déjà, la tolérance cardiaque, elle s'apprécie cliniquement en demandant à la patiente si elle a des douleurs thoraciques, latérothoraciques gauche, constrictives et ayant des caractères coronariens quand elle fait des efforts. Là, visiblement, elle n'a pas de douleur, en tout cas au repos. Si elle n'a pas de douleur au repos, c'est peu probable qu'elle ait un angor lié à l'anémie, mais c'est vrai que de faire un ECG, en particulier à internat, c'est une bonne idée. La deuxième question, est-ce qu'on fait des gaz du sang avec une radio de thorax puisqu'elle a une dyspnée? Ça ne me semble pas forcément indispensable puisque vous avez sa saturation qui est à 98% en air ambiant, donc elle doit avoir environ 80 mm de mercure
ou 75 mm de mercure de PaO2. L'intérêt des gaz du sang serait de rechercher une hypercapnie, mais le point d'appel de cette patiente n'est clairement pas pulmonaire. En tout cas, faire une radio de thorax ou des gaz du sang, c'est jamais délétère. Les gaz du sang, c'est pas très agréable, mais c'est pas une faute de demander des gaz du sang. Est-ce qu'on recherche des anomalies corpusculaires à l'âge de 65 ans, c'est-à-dire est-ce que c'est envisageable que cette patiente ait une anémie hémolytique corpusculaire, donc c'est des maladies héréditaires, hein, soit le déficit en G6PD ou en pyruvate kinase, soit la sphérocytose et l'hyptocytose, etc. Comme c'est des maladies héréditaires, en général, elles se manifestent depuis l'enfance. Et est-ce que ça a un intérêt à 65 ans d'aller les rechercher? Oui, c'est bien de le faire parce que il a pu se produire des épisodes d'hémolyse aiguë qui sont restés asymptomatiques parce que les globules rouges le taux d'hémoglobine n'est pas descendu assez bas pour qu'il y ait des symptômes, ou parce que l'état physiologique général de la patiente était suffisamment élevé pour qu'elle compense cette anémie aiguë. Et donc, il peut y avoir des gens qui, à l'âge de 60 ans, ont un diagnostic d'anémie hémolytique corpusculaire et qui racontent, en fait, oui, c'est vrai, ils ont une jaunisse de temps en temps, et c'est des épisodes en fait, d'hémolyse aiguë qui sont passés inaperçus au plan symptomatique en dehors d'un petit ictère. Voilà. Question suivante. Je vous demandais d'expliquer le principe du test de Coombs direct et indirect. C'est une question là pour laquelle je vais vous faire un petit dessin. Dans une anémie hémolytique auto-immune, vous avez des globules rouges sur lesquels donc les globules rouges expriment différents antigènes à leur surface. Et dans l'anémie hémolytique auto-immune, un anticorps se fixe sur la surface du globule rouge parce qu'il reconnaît un antigène exprimé par ce globule rouge. La fixation de cet anticorps va entraîner une destruction du globule rouge et donc le mécanisme d'hémolyse auto-immune. Dans le cadre du test de Coombs direct, on s'intéresse au globules rouges du patient et on va étudier les globules rouges du patient à la recherche d'anticorps fixés sur ces globules rouges. Donc on prend du sang du patient, ce sang on le centrifuge, on récupère les globules rouges et on jette le sérum. Et ces globules rouges, on va les mettre en présence d'un anticorps anti-anticorps. Donc on va les mettre en présence d'un anticorps qui va reconnaître la fraction constante des immunoglobulines. Donc un anticorps qui aura par exemple cette forme-là. Cet anticorps, s'il reconnaît la fraction constante des immunoglobulines sur ce globule rouge, mais aussi sur cet autre globule rouge à côté qui a aussi, bien sûr, un anticorps qui reconnaît l'antigène exprimé par le globule rouge. Donc là, il y a la fraction constante, l'anticorps de détection qui va aussi reconnaître, et ça va entraîner une agglutination in vitro des globules rouges du patient. Donc vous avez une lame, un puits sur lequel vous mettez les globules rouges. Vous mettez un sérum anti-anticorps, et avec ce sérum, vous allez, dans le cadre d'une anémie hémolytique auto-immune, observer des petits agrégats de globules rouges qui correspondent à l'agglutination des globules rouges. S'il n'y a pas d'anémie hémolytique auto-immune, vous mettez votre sérum et vous avez toujours vos globules rouges qui sont répartis partout. Donc vu de loin, il n'y a pas de petits amas de globules rouges sur le puits du test de détection. Une fois qu'on a fait le test de Coombs direct, qu'on a montré qu'il y avait des anticorps fixés aux globules rouges, on peut rajouter des finesses. C'est-à-dire que l'anticorps reconnaissant, on peut utiliser un anticorps qui reconnaît les IgG, on peut utiliser un anticorps qui reconnaît la fixation de compléments au niveau de la membrane des globules rouges, et puis on peut après, donc c'est pour ça qu'on parle de test de Coombs IgG ou complément, selon l'anticorps qui a agrégé les globules rouges, et puis après on peut étudier ces anticorps, ceux-là, les anticorps du patient fixés sur l'antigène, en éluant les globules rouges. Donc l'élution, c'est vous avez vos globules rouges avec les antigènes exprimés et les anticorps fixés. Avec l'élution, on va décrocher les anticorps des antigènes. Donc on va se retrouver avec une solution avec tous les anticorps du patient fixés sur les globules rouges, qu'on a détachés des globules rouges. Et cette solution d'anticorps du patient, on va la mettre sur des hématies témoins dont on connaît les antigènes qu'elles expriment.
Il y aura des hématies qui n'expriment que l'antigène petit i, d'autres qui expriment que l'antigène grand I, d'autres qui expriment l'antigène grand P, etc. Et donc ça va nous permettre de préciser la spécificité de l'anticorps fixé sur les globules rouges. Et puis on va pouvoir étudier si cet anticorps se fixe sur les hématies témoins à la température de 37 degrés ou bien préférentiellement à la température de 4 degrés. Et ça nous permettra de parler d'agglutinine chaude ou d'agglutinine froide. Donc au total, le test de Coombs direct, ça permet de dire il y a bien des anticorps fixés sur les hématies du patient. Ces anticorps reconnaissent tel type d'antigène. Ils ont une activité maximale à 4 degrés ou à 37 degrés. Et ils reconnaissent soit une IgG, soit le complément. Quand ils reconnaissent une IgG, c'est que vous avez une immunoglobuline G fixée sur le globule rouge. Quand ils reconnaissent le complément, c'est en général qu'il y a une immunoglobuline M qui s'est fixée sur le globule rouge. Mais ces immunoglobulines M, c'est des bons criminels puisqu'elles se fixent sur le globule rouge, activent le complément et détruisent de les mettre en évidence par le test de Coombs. C'est pour ça qu'un test de Coombs positif à complément, ça traduit en général une anémie hémolytique auto-immune à IgM, mais on n'est plus capable de la mettre en évidence. Le test de Coombs indirect, vous le connaissez en fait, ce test de Coombs indirect sous un autre nom, c'est la recherche d'agglutinine irrégulière. Là, on prend le sang du patient, on le centrifuge, donc on a en bas les cellules et puis en haut le sérum. Dans le test de Coombs indirect, on s'intéresse au sérum et on va rechercher dans le sérum la présence d'anticorps antiglobules rouges. Donc on prend le sérum et puis on le met sur un panel d'hématies témoins et on va regarder s'il y a une agglutination ou pas. Et donc c'est ce qu'on fait avant toute transfusion. Avant toute transfusion, on doit rechercher si le patient présente dans son sérum des anticorps, des immunoglobulines qui vont agglutiner des hématies témoins qui sont des immunoglobulines irrégulières si elles ne correspondent pas à son groupe sanguin. D'accord ? Voilà, est-ce qu'on me posait des questions là ? Non, là il n'y avait pas de questions. Il y avait la question de faire un schéma, vous l'avez eu. Question suivante. Le test de Coombs est positif de type IgG plus complément. Il s'agit d'une agglutinine chaude. Quel est votre diagnostic? Quel bilan demandez-vous et pourquoi? Quel traitement proposez-vous? Donc là encore question un peu difficile pour vous, mais pour vous parler de cette maladie assez rare qui est l'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds. C'est la plus fréquente des anémies hémolytiques auto-immunes, c'est-à-dire on trouve un Coombs positif à IgG complément et l'agglutinine a une activité maximale à 37 degrés. Dans ce cadre-là, en fait, on va rechercher une cause sous-jacente à cette anomalie auto-immune. Et quelles sont les causes qu'on peut retrouver dans ces anomalies-là? C'est les maladies auto-immunes générales, comme le lupus en premier lieu, les hémopathies lymphoïdes, souvent de bas grade, la leucémie lymphoïde chronique, le lymphome folliculaire, la maladie de Waldenström donne plutôt des agglutinines froides. En gros, c'est les principales hémopathies lymphoïdes qu'on va rechercher. Et puis, on sait qu'il y a des cancers qui s'accompagnent de mécanismes auto-immuns, d'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds. Et donc, il faut savoir rechercher un cancer prévalent dans la population cible. Donc là, c'est une femme de 65 ans. Il faut lui faire une mammographie. Il faut lui faire un toucher rectal à la recherche d'un cancer rectal, rechercher du sang dans les selles et si jamais c'est positif, aller rechercher un cancer colique, etc. On recommande également la réalisation d'un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche d'un cancer. Et si jamais un de ces examens n'est pas normal, on va faire par exemple si le scanner présente des ganglions ou quoi que ce soit, on fait une biopsie ostéomédulaire pour essayer de prouver l'hémopathie lymphoïde B sous-jacente, puisque c'est ça qu'on évoquera en premier. On fait, dans le cadre du bilan d'une maladie auto-immune, la recherche d'anticorps antinucléaires et d'anticorps anti-ADN natifs pour rechercher un lupus. Et puis, dans le cadre du bilan des syndromes lymphoprolifératifs, une électrophorèse des protéines sériques et une immunofixation à la recherche d'une sécrétion monoclonale d'immunoglobulines. On retrouve en fait une cause à l'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds dans environ 50% des cas. Dans 50% dans les autres cas, la moitié des cas,
on ne retrouve aucune cause. Et là, on fait un traitement par corticothérapie. C'est une corticothérapie à dose assez élevée, à 2 mg kg en général, 2 à 3 mg kg. Et le but donc, va être d'inhiber, de détruire le clone qui sécrète cet anticorps responsable de l'anémie hémolytique auto-immune. En général, c'est efficace. Mais si on décroît trop rapidement la corticothérapie, on risque de voir un effet rebond et donc une récidive de l'anémie hémolytique auto-immune. Donc, c'est des corticothérapies en général qui sont assez prolongées puisque la décroissance est très lente, au contraire du purpura thrombopénique immunologique où on fait en général une décroissance rapide. Voilà. Et n'oubliez pas quand vous faites une corticothérapie de mettre dans votre réponse les mesures qui vont avec, c'est-à-dire la supplémentation vitamino-calcique, les biphosphonates si vous donnez plus de 7,5 mg par jour pendant plus de 3 mois, la surveillance de la kaliémie et éventuellement la supplémentation en potassium, le régime pauvre en sel et pauvre en sucre, sachant que le plus important là-dedans c'est pauvre en sucre. Le régime pauvre en sel n'a pas réellement fait la preuve de son bénéfice. Voilà. Donc après, je vous ai mis dans la correction un bref rappel sur les différents types d'anémie hémolytique auto-immune. Il y a celle qu'on vient de voir, l'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds. Donc je ne reviens pas dessus vu qu'on vient de la voir. Il y a l'anémie hémolytique auto-immune à anticorps froids, où là, en fait, l'agglutinine a une activité maximale à 4 degrés. Dans ce cas-là, il faut rechercher une hémopathie lymphoïde de type Waldenström, la plupart du temps, ou leucémie lymphoïde chronique. On peut aussi, dans ces cas-là, les patients, en fait, ont en général des symptômes l'hiver, c'est-à-dire quand il fait froid, puisque l'agglutinine, quand le sang, en fait, passe dans la circulation périphérique et qu'il fait froid, le sang se refroidit, l'agglutinine devient fixante, elle se fixe sur les globules rouges, le sang revient dans la circulation générale et l'agglutinine détruit les globules rouges. C'est souvent des symptômes l'hiver et donc dans le traitement, un des premiers traitements, c'est que les patients mettent du chauffage, mettent des gants, éventuellement des chaufferettes pour avoir les mains extrêmement bien chaudes. Et si jamais ça marche, ça ne suffit pas à ces mesures de prévention, on peut avoir recours à des traitements, en particulier aux corticoïdes ou au rituximab. Les anémies hémolytiques auto-immunes mixtes, à la fois IgM et IgG, ça c'est assez rare, ça donne des hémolyses qui sont sévères en général. L'hémoglobinurie paroxystique à frigorée, c'est des hémolyses sévères au froid chez l'enfant et c'est souvent secondaire à une infection virale ou à mycoplasme. C'est des hémolysines biphasiques, c'est-à-dire qu'elles se fixent à 4 degrés et elles hémolysent à 37 degrés. Et les anémies hémolytiques à Coombs négatif, auto-immunes à Coombs négatif, ça existe, mais honnêtement pour l'internat, je pense que vous pouvez oublier ça, c'est environ 5% des anémies hémolytiques auto-immunes. Donc je ne pense pas que qu'on puisse vous demander un cas d'anémie hémolytique auto-immune à Coombs négatif, c'est un petit peu difficile. En fait, le Coombs est négatif, il est pris en défaut, il n'est pas capable de retrouver l'anticorps qui se fixe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Non, il n'y avait pas de questions. Question suivante, c'est un autre patient. Là, c'est une situation extrêmement fréquente en médecine générale. C'est une dame de 60 ans, adressée pour 8,1 g d'hémoglobine, 66 de VGM, 35 000 réticulocytes, 510 000 plaquettes, 4 800 leucocytes par millimètre cube. Interprétez l'hémogramme et quel est votre interrogatoire? L'hémogramme, il est assez facile à interpréter. Elle a une anémie puisque l'hémoglobine est inférieure à 12 grammes par décilitre chez une femme. Elle est microcytaire puisque le volume globulaire est inférieur à 80 femtolitres. Et elle est arégénérative puisque la patiente présente 35 000 réticulocytes, c'est moins que 150 000 qui est le cut-off admis pour distinguer les anémies hémolytiques auto-immunes régénératives et arégénératives. Donc c'est une cause centrale d'anémie hémolytique auto-immune. C'est une cause centrale d'anémie puisqu'il n'y a pas de réticulocytes. Par ailleurs, les plaquettes sont à 510 000, donc il y a une thrombocytose. Je vous rappelle que le chiffre maximal de plaquettes, c'est 400 000. Et 4 800 leucocytes, c'est normal. Il faudrait avoir la formule, mais le chiffre de leucocytes est normal. Quel est votre interrogatoire?
Donc là, l'hypothèse principale, c'est la carence martiale. La principale cause d'anémie microcytaire, c'est la carence martiale. Donc vous allez rechercher un saignement occulte qui explique une déplétion en fer par perte de globules rouges. Vous savez que les globules rouges contiennent l'hémoglobine et donc quand on saigne, l'hémoglobine est constituée de fer. Et quand on a un saignement, on a une perte de fer et donc éventuellement une carence martiale qui s'installe. Les saignements qui donnent des carences martiales, c'est facile. C'est soit gynécologique chez les femmes, soit digestif chez les femmes et les hommes. Donc il faut rechercher un saignement gynécologique. C'est une femme de 60 ans, donc elle doit être ménopausée. Si elle a un saignement gynécologique, c'est suspect d'un cancer sous-jacent, en particulier si c'est déclenché par les rapports sexuels ou si c'est associé à une symptomatologie pelvienne. Et il faut rechercher un saignement digestif, soit digestif haut avec un méléna, des selles qui sont noires, qui ont une odeur dite nauséabonde, qui sont collantes, qui sont un peu comme du goudron. Les patients en général savent vous le décrire. Soit des saignements digestifs bas avec des rectorragies, du sang rouge dans les selles, soit du sang qui n'est pas passé par l'intestin grêle et par le côlon, et donc, par l'intestin grêle, donc du sang qui n'est pas digéré. Et puis, si elle n'a pas de carence martiale, on peut déjà prendre un peu d'avance en lui demandant son origine ethnique, parce que l'autre grande cause d'anémie microcytaire quand il n'y a pas de carence martiale, c'est les maladies de l'hémoglobine, et en particulier les thalassémies chez les personnes qui viennent du bassin méditerranéen ou d'Afrique noire, dans les zones de prévalence du paludisme, soit actuellement, soit dans les siècles précédents, avec la sélection naturelle des patients ayant une thalassémie, ce qui explique la prévalence dans les zones anciennement infestées par le paludisme. Et pour évaluer la tolérance de l'anémie, ça c'est très important aussi, il faut lui demander si elle a une dyspnée d'effort, des douleurs thoraciques d'effort, et comme dans la question précédente, on peut être amené à lui faire un électrocardiogramme pour se rassurer de l'absence de souffrance coronarienne chez cette patiente. On cherchera aussi une altération de l'état général, ça c'est dans l'ambiance recherche de cancer. Quelqu'un qui a une altération de l'état général plus une carence martiale, il faudra suspecter un cancer. Puis il y a l'autre grande cause, troisième grande cause en fait, d'anémie microcytaire avec une petite thrombocytose, c'est le syndrome inflammatoire. Et donc on peut voir ça dans les cancers, on peut voir ça dans les infections, etc. Et donc là, les questions sur l'état général sont particulièrement importantes. La patiente se rappelle alors qu'elle avait effectué d'autres examens à la demande de son médecin, dont voici les résultats. Fer sérique, 6 micromoles par litre. Capacité totale de fixation de la transférine, 100 micromoles par litre. Quel est votre diagnostic? Demandez-vous un dosage de la ferritine? Quelle est votre prise en charge? Donc là, le diagnostic est facile. Elle a un fer sérique qui est abaissé avec une capacité de fixation de la transférine qui est augmentée, c'est-à-dire que la transférine est peu chargée en fer et donc elle a une carence martiale. Est-ce qu'il y a un intérêt dans ces situations à demander un dosage de la ferritine? Alors, vous devez choisir en fait votre camp pour le diagnostic de la carence martiale. Soit vous faites fer sérique et ferritine, soit vous faites fer sérique, transférine, coefficient de saturation de la transférine. Par contre, il n'y a pas d'intérêt à faire la transférine et le coefficient de saturation plus la ferritine. Donc là, il n'y a pas d'intérêt à faire le dosage de la ferritine puisque le diagnostic est posé. On m'a demandé si c'était intéressant d'avoir un dosage de la ferritine initiale pour suivre l'évolution. Ce n'est pas recommandé par les sociétés savantes, mais effectivement, après la supplémentation martiale, l'objectif est de normaliser la ferritine et donc après on fera un dosage de la ferritine pour voir l'efficacité du traitement. Comment on traite une carence martiale? Donc, dans un premier temps, on cherche la cause du saignement occulte. Donc, on va faire une fibroscopie œsogastro-duodénale, on va faire une coloscopie sous anesthésie générale à la recherche d'une tumeur, et on va faire une échographie pelvienne et on va demander à la patiente d'aller voir un gynécologue pour un toucher vaginal, un examen spéculum et éventuellement des investigations supplémentaires à la recherche d'un saignement gynécologique ou d'une tumeur gynécologique qui explique le saignement.
Après, on va corriger la carence martiale. Donc, si vous faites une coloscopie et que l'anémie est bien tolérée, c'est bien d'attendre que la coloscopie ait été réalisée avant de commencer la substitution, puisque vous savez que le fer va se déposer sur la paroi colique et gêner la réalisation de la coloscopie. Et après, on donne donc des sels de fer ferreux, 200 mg par jour. On explique à la patiente que ça va colorer ces sels en noir. Quand on prend du fer, le fer c'est noir. On n'absorbe pas tout le fer qui est donné dans le médicament. Et donc, vous avez des sels qui vont être colorés en noir. C'est bien de prévenir la patiente pour pas qu'elle s'inquiète et qu'elle arrête d'elle-même le traitement martial. C'est bien aussi de la prévenir qu'elle peut avoir des troubles digestifs qui sont très, très variés, constipation ou au contraire des diarrhées, des nausées, des ballonnements, etc. Donc il faut la prévenir que ça peut arriver, que si jamais ça arrive, elle pourra éventuellement essayer de prendre le fer pendant les repas parce que ça va diminuer les symptômes. Et c'est bien dans votre réponse à l'internat de préciser tout ça parce que c'est ce qui fera la différence. Tout le monde pensera à mettre du fer. Par contre, si vous pensez à donner les consignes qui vont avec à la patiente, ça sera un plus dans votre réponse. La durée du traitement, c'est 3 à 4 mois. Au bout de 3 mois, on fait un dosage de la ferritinémie et une numération. Si la ferritinémie est normalisée, on arrête le traitement martial puisque le stock est reconstitué et que si vous avez dans l'intervalle traité la cause de la carence martiale, il n'y a pas de raison qu'elle se reconstitue et donc il n'y a pas de raison de poursuivre le traitement par supplémentation martiale. Voilà, donc ça c'est une situation extrêmement fréquente. C'est encore tombé aux ENC l'an dernier. Il y avait un dossier de carence martiale. On corrige la carence martiale, il persiste une microcytose et finalement il fallait faire le diagnostic de thalassémie avec une électrophorèse de l'hémoglobine. C'est un dossier, c'est des questions que vous devez maîtriser parfaitement parce que ça tombe extrêmement fréquemment. Puis en situation pratique clinique, c'est